Aujourd'hui, on va assister à une opération du cerveau. C'est parti pour la vidéo. Un cavernome, petite tumeur, une petite malformation vasculaire. Allons-y. On commence à voir le cerveau, c'est ça? Oui. Et là, on est dans le cerveau, quoi. Incroyable. Pour cette vidéo, nous avons rendez-vous à la clinique des Cèdres à côté de Toulouse. Cette clinique fait partie du groupe Ramsay Santé. Merci à eux pour l'opportunité. Ici, nous sommes au bloc. C'est parti pour l'opération. Enchanté, ouais. Louis, pas trop stressé? Ça va, ça va. C'est une opération de quoi que tu vas faire du coup? Une opération d'un cavernome au cerveau. C'est un vaisseau sanguin qui est mal formé. D'accord. Et ça peut me provoquer des crises d'épilepsie. Donc là, on va passer combien de temps ensemble? Une heure et demie? Une heure et demie, ouais. Une heure et demie ensemble? Ouais. Bon, ben super. Donc du coup, comme je disais tout à l'heure, tu pourras regarder ton opération sur YouTube. C'est parfait. Force à toi, bon courage. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. Qu'est-ce que vous installez du coup là? Alors là, on installe tous les éléments de surveillance en fait pour le patient. C'est un scope. Il y a de quoi surveiller le cœur, la tension et le taux d'oxygène dans le sang, un petit capteur au bout du doigt. Quel est votre métier vous ici du coup? Moi, pareil, je suis comme Florin, infirmière de bloc. Vous êtes combien dans l'équipe ici à travailler? En général, il y a une infirmière qu'on appelle penseuse, Ok. une instrumentiste ou aide opératoire et une infirmière anesthésiste. D'accord. Combien d'opérations vous êtes amené à faire sur une journée? Bon, ça dépend en fait de la longueur des opérations. Bien sûr. On peut faire une dizaine ou s'il y en a une qui prend plus de temps, bah forcément il y en aura moins dans la journée. Comment vous vous appelez du coup? Docteur Bellongan. Enchanté avec l'anesthésiste. Comment ça se passe du coup alors là? On a tout installé au niveau intraveineuse. Estelle va commencer à préoxygéner. Comme ça, on a une saturation à 100% et on va induire avec les médicaments qui sont là. Et dans moins de 2 minutes. Waouh, c'est rapide. Oui. Louis, à tout à l'heure. Tu commences à planer, ouais. C'est bon, Louis est en train de partir. Ouais, complètement. Un pouce en l'air? Un gros pouce bleu en bas de la vidéo pour Louis. Tu connaissais les vidéos YouTube? Ah oui, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans. Là, il vient de dormir. Et maintenant, avant de mettre un tube pour l'aider à respirer, en attendant qu'on a mis le chrono D'accord. pour voir la curarisation. Et dès qu'il est curarisé, Estelle pourra intuber. Nabil, enchanté. Enchanté. Du coup, c'est quoi ton métier toi ici? Je suis ingénieur d'application. Ça veut dire quoi concrètement? Je m'occupe de l'OARM et de la navigation qu'on peut trouver ici. Donc D'accord. pour le crâne et aussi pour le rachis. Comment tu vas aider le neurochirurgien toi du coup? À travers la navigation, on a pris le CD de l'IRM que le patient a passé la veille. Et en fait, on l'a mis dans la navigation. Je vais venir l'accompagner en fait pour lui montrer comment vraiment bien faire le repérage, que ça soit D'accord. bien exact. Là c'est Louis, c'est ça? Exactement. Ok, très bien. Tu vois ça? Le truc blanc ici Ça, c'est là? le cavernome, ouais. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous êtes en train d'installer du coup là? Là, on installe au patient une sonde vésicale. Oh. Ça va nous permettre d'évaluer ce qu'on lui met dans les perfusions et ce qui en ressort. Il va faire pipi dans la sonde, c'est ça? Exactement. Après l'intervention, il va la garder peut-être un petit moment et pour lui, ce sera plus confortable tout simplement. Ah oui, parce que ça va être compliqué de se réveiller après une opération du cerveau, j'imagine. Est-ce que le patient doit uriner ou s'il urine pas, c'est pas grave? Il faut qu'il urine puisqu'on lui injecte des électrolytes et tout ça, donc il faut que ça ressorte. D'accord. David, t'es le neurochirurgien toi? Qu'est-ce que tu installes du coup là? Un dispositif pour que la tête ne bouge pas pendant l'intervention, Waouh. Même si l'anesthésie, la tête peut bouger. même quelques millimètres. Dans le cerveau, Ok, voilà, c'est- ça peut nous faire perdre les repères. La lésion qu'on va enlever aujourd'hui, elle fait moins d'1 centimètre. D'accord. Ah oui, donc faut être très précis. Combien d'opérations tu vas faire aujourd'hui? Là, on en a 4. C'est une bonne journée, une petite journée? Une journée honnête. 1, 2, 3. Ok. Ah oui, donc c'est tout le système pour maintenir la tête. C'est pas trop douloureux pour le patient au réveil après? Non, on va mettre la caméra s'il vous plaît. Donc là c'est encore un système, c'est ça? C'est quoi Ouais, là ça c'est le système de guidage qui va nous permettre de trouver la lésion, du moins qui va nous aider. C'est notre GPS en fait. Du coup tu vois en temps réel? Ouais. Donc là on va expliquer à la machine où est le nez et ensuite l'arcade sourcilière de côté gauche. Et ensuite D'accord. maintenant on va lui montrer où est la peau. Pour toutes les opérations tu utilises ce GPS là? Pour les opérations de chirurgie crânienne, c'est devenu quelque chose de très commun. Maintenant on vérifie qu'on est bien calé, tu vois. Donc là donc on vérifie que le point indiqué par mon pointeur est bien celui que je retrouve ici sur les IRM, d'accord? Donc on peut passer à la phase de navigation. On voit que là, notre lésion, elle est juste là sous l'os. Et donc ça, si tu veux, ça a permis d'être beaucoup plus précis dans ce type de chirurgie parce qu'avant, nos prédécesseurs, ils étaient obligés de faire de plus grands abords, on dit.
plus grandes ouvertures. Donc là, tu fais des points, c'est ce que tu vas ouvrir, c'est ça? Voilà, là c'est l'incision, donc on essaye de faire en sorte qu'elle ne se voit pas. Donc en pratique, surtout d'essayer qu'elle passe dans les cheveux. Comme ça, quand les cheveux vont repousser, ça ne se verra pas. Il faut pas que les cheveux te dérangent. Ouais, moi j'ai un rasage quand même qui est certainement assez large. Pour les soins infirmiers, nettoyer la plaie, c'est assez important de ne pas avoir trop de cheveux. Comme ça, on peut facilement désinfecter la peau. Donc tu es neurochirurgien et coiffeur aussi quelque part. Absolument, oui. Donc la bétadine, c'est ça? Alors ça c'est la toute première couche, celle qui va me permettre de pouvoir faire une infiltration d'un produit qui est vasoconstricteur. Et ça va nous permettre de diminuer le saignement une fois qu'on aura ouvert. Donc il faut le faire quand même quelques minutes avant, parce que si on le fait juste avant l'incision, le produit ne marche pas. C'est quoi comme produit là que tu injectes? C'est alors un anesthésiant, la xylocaïne, Ok. adrénaliné, avec de l'adrénaline qui est un vasoconstricteur. Qui est ce patient alors? C'est un patient de 20 ans qui n'a pas de problème de santé, chez lequel a été révélé, suite à plusieurs crises d'épilepsie, une lésion dans le cerveau qui est ici là. Ce qui est blanc là. Qui, après avoir fait plusieurs séquences d'IRM, s'avère être très probablement un cavernome. C'est une petite tumeur, une petite malformation vasculaire, une prolifération de vaisseaux qui sont également dilatés, ça fait des cavernes. Cette lésion-là, il y a deux problèmes évolutifs que ça peut poser. Ça peut donner des crises d'épilepsie, ce qui était son cas parce qu'elle est assez superficielle cette lésion, donc la partie la plus excitable du cerveau. Et le deuxième problème que ça peut poser, comme c'est une lésion vasculaire, c'est que ça peut saigner. Alors ce saignement, il est le plus souvent peu important, mais parfois il peut être quand même assez dommageable. Le risque d'hémorragie, c'est estimé à peu près à 3% par an. Donc dans la mesure où il y a eu des symptômes, pour nous c'est assez univoque. L'opération était nécessaire. Ouais. Techniquement, le but c'est qu'il ne fasse plus aucune crise d'épilepsie, c'est ça? Limiter le risque de crise, ouais. D'accord, ok. Et aussi le mettre à l'abri d'un saignement. Qu'est-ce que vous installez du coup là? Alors là, pour le coup, c'est vraiment le champ opératoire, c'est-à-dire on a passé une première couche de bétadine. Le but c'est vraiment qu'il n'y ait que la partie qu'on va inciser, ouvrir. Là, je place des agrafes juste pour pas que Bien le sûr. champ se décolle. Rien que les agrafes c'est impressionnant, mais bon, je pense qu'il est pas passe après. Là, il sent pas. Qu'est-ce que vous installez comme câble là? Un moteur, un bistouri électrique et une bipolaire. Tout ça, c'est pour faire de l'hémostase. Pour stopper Le saignement. le saignement. Ça saigne beaucoup le cerveau ou pas? Ça peut. C'est bon. Donc les gants sont doublés, c'est obligatoire. La première paire de gants, c'est l'instrumentiste qui nous les enfile. Et la deuxième, après, c'est le chirurgien qui peut se les mettre. Super. Et malgré les épaisseurs de gants, vous arrivez à garder le côté un petit peu... Alors une neurochirurgie crânienne, c'est une chirurgie qui se fait avec des instruments. Ok. Donc c'est pas gênant. Ouais. Tout est ok. Tout fonctionne, on a tout le matériel, c'est bon. Incision. Donc première étape, c'est l'incision. Il faut savoir que le scalp, c'est un endroit qui peut beaucoup saigner. J'ai souvenance d'une garde aux urgences où quelqu'un est arrivé en choc hémorragique juste sur une plaie du scalp. D'accord, ok. C'est pour ce motif-là qu'on infiltre avec de la xylocaïne adrénalinée qui a un effet un peu vasoconstricteur Jusqu'à quelle profondeur vous allez aller du coup là? et jusqu'à l'os. Donc là, on a ouvert la première couche, c'est ça? Tout ce qui est plan cutané, Galéa. Galéa, c'est le plan de glissement entre la peau et le crâne. Maintenant, on va mettre en place des petites agrafes sur la peau pour limiter le saignement tout au long de l'intervention. Parce que le sang, c'est notre ennemi. C'est ce qui nous empêche de voir. Combien de temps il faudra au patient pour se remettre de cette opération? Le patient bénéficie d'une surveillance aux soins intensifs après une chirurgie comme ça. Et ce cap étant passé, ils peuvent rentrer assez rapidement à la maison finalement. En général, c'est 2 nuits et puis après on rentre à la maison. Donc là, on fait ce que faisaient les Indiens d'Amérique du Nord. On scalpe, Voilà, là tu scalpes là. on décolle tous les tissus mous qui adhèrent au crâne. Le crâne, c'est le truc blanc qu'on voit? Ouais. Donc là, pour voir s'il me reste encore beaucoup de chemin, je peux faire un point avec mon GPS. La lésion est ici. Ouais. Je suis pas trop mal. Bon, alors je pense que je vais le faire un petit peu plus grand. Donc là, c'est le crâne là. Waouh, c'est impressionnant. C'est dur le crâne. Ouais. Là, vous allez voir les instruments dont on a besoin pour rentrer dedans. Ouais, ils sont assez. C'est impressionnant. Alors ça, c'est le trépan, donc qui va nous permettre de faire l'acte du chirurgien, c'est-à-dire la trépanation, l'ouverture du crâne. Waouh. C'est une visseuse un peu. Ah, c'est bien solide, effectivement, ouais.
Alors des fois c'est un petit peu long, mais il va s'arrêter tout seul. Hein. Il ne va pas rentrer de façon inconsidérée dans le crâne, il s'arrête juste avant. Là, il y a un trou là. Voilà, donc là on a un trou et on s'est arrêté juste avant. De la cire au doigt, ouais, un bon morceau s'il vous plaît. À quoi ça sert ça, cette cire? Alors la cire en fait ça permet d'arrêter le saignement osseux. Comme ça, le temps que je fais mon deuxième trou, j'ai pas de sang qui vient remplir ici. Là maintenant on va décoller l'enveloppe du cerveau, la méninge, de l'os. En soirée chez le dentiste. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs Ouais. aux patients. Je dis on va utiliser des instruments, un peu comme chez le dentiste, pour fraiser notamment. Donc là, on va enlever la pièce, c'est ça? Voilà, donc on enlève le volet, ça s'appelle. Donc Le volet, très on bien. veille à essayer de bien décoller la méninge dessous. Alors excusez-moi. Est-ce que tu mets quelque chose pour remplacer les parties que tu as enlevées de l'os du crâne? On le verra ensemble tout à l'heure, ouais. D'accord, ok. Allez, on va changer nos gants et l'aspiration. Là, pourquoi tu changes les gants? Par habitude, ouais, quand on arrive à ce temps-là, on change les gants. Limiter au maximum le risque de mettre une bactérie de la peau à l'intérieur. Dans quelle région du cerveau il est localisé du coup? Cette lésion, elle est localisée donc dans la portion frontale du cerveau, à droite, chez un patient qui est droitier. Et c'est quelque chose qui a son intérêt, cette information de latéralité, parce que l'hémisphère gauche, le côté gauche du cerveau, il a des fonctions auxquelles on fait appel tous les jours, notamment pour structurer la pensée ou le langage. À droite, on a moins ces problèmes-là dans le lobe frontal droit, mais l'idée, c'est d'aller directement sur la lésion sans faire trop d'allées et venues, quoi. Ça pouvait se transformer en tumeur et faire un cancer? Non. Waouh! Ça, c'est le crâne, ça. Donc l'eau là, Ouais. comme de l'eau, c'est le liquide dans lequel flotte le cerveau, un liquide céphalorachidien. Waouh! On commence à voir le cerveau, c'est ça? Oui, ce qui a fait faire beaucoup de progrès en neurochirurgie. Alors moi je suis un peu jeune, hein, je ne l'ai pas connu la période d'avant, mais c'est quand même les progrès de l'anesthésie. Quand tu as un patient qui dort bien comme ici, le cerveau reste calme, ne sort pas comme un champignon et tu peux travailler. Ah, c'est une petite enveloppe en fait que tu enlèves. Les bâtiments, on les voit bien. Est-ce que c'est fragile le cerveau? C'est ce qu'on entend par fragile. Ben, Effectivement, il faut qu'on travaille avec des petits instruments. Est-ce que le cervelet est plus important que le cerveau? Chacun de ces organes a des fonctions qui lui sont dévolues. Plus on descend, plus on a affaire à des fonctions primaires. L'automaticité des mouvements, la coordination, la respiration, les battements cardiaques, etc. Ok. Allez, à l'abordage. Allons-y. Bipolaire, donc j'ai besoin de ça. Et puis voilà, on va juste se protéger un peu la partie haute du cerveau. Peut-être Donc voilà. vous voyez, il y a une espèce de membrane transparente là. Je ne sais pas si vous la voyez là, un peu grise là, parce qu'elle est plus épaisse. Ça, c'est l'arachnoïde. La deuxième couche de la méninge, les enveloppes du cerveau, et en dessous de laquelle il y a du liquide, le liquide que vous avez vu s'échapper tout à l'heure. La partie blanche, donc c'est le cerveau que j'ai un petit peu coagulé pour pouvoir rentrer dedans sans que ça saigne beaucoup, parce que sur des tels grossissements, le moindre petit saignement, ça t'empêche de voir ce que tu fais. Pointeur de navigation en attendant. Touk, touk. Ok, donc là, on est pile en face. Normalement, si on continue, on devrait la trouver là. All good. Allez, bistouri. Voilà. Le cavernous, vous allez voir, c'est noir. Normalement reconnaissable. Pointeur. Je peux le temps de viser. C'est quoi ce, ouais, on dirait du pu un petit peu? Ouais, non, c'est pas du pu. C'est parce que ce garçon, il a fait un saignement et en fait, c'est les produits de dégradation du sang. Il a fait un saignement il y a quelques semaines. Hein. C'est noir, c'est ça? Là. Ah non, c'est pas ça, je crois. Voilà, il est là. Vous l'avez vu? Pas encore. On dirait un peu une huître. Ça, typiquement, on dit une framboise. Voilà, vous voyez ce truc noir au fond? Donc tu vois, on est rentré Wow. juste en face en fait. D'où l'avantage
de ce que je vous ai montré, la navigation. T'as vu, là, vous avez eu l'impression qu'on a un peu cherché, mais on est assez vite tombé dessus. T'imagines les anciens avant, sans navigation? Passer une heure. Donc là, on va essayer d'être assez délicat pour bien faire le tour et ne pas en oublier. Est-ce que ça a la même taille qu'une tumeur, ça, par exemple? Non, non, non. Ça fait partie un peu de l'apprentissage. Savoir avoir l'œil pour reconnaître les tumeurs. C'est impressionnant qu'on puisse se balader à tel point dans le cerveau sans endommager, comme je disais tout à l'heure. Ça dépend des endroits. Là, c'est un endroit où on peut le faire, quoi. Voilà, vous voyez là? Ok. Voilà. Donc ça, il n'y a pas d'inquiétude, c'est du sang, c'est pas du pus, c'est attendu dans ce type de lésion. Donc le coton, c'est notre ami, hein. C'est vraiment ce qui nous permet de travailler sans abîmer ce qu'il y a autour. Il faut être très méticuleux, hein. De l'eau d'abord avec le 4 et la double spatule. Donc là, ce qu'on veut absolument, c'est ne pas perdre ce qu'on appelle le plan, c'est-à-dire la zone où commence le cavernome pour ne pas en oublier, quoi. Donc il faut bien être patient et le suivre. Et cette partie-là du cerveau va pouvoir se reconstituer aussi? Non, ça laisse une cicatrice, mais c'est l'endroit où il y avait la lésion, où il y avait du sang. Elle était déjà abîmée. Et oui, enfin, il y avait déjà une lésion, si tu veux, il n'y avait pas du cerveau. Est-ce qu'il sera diminué au niveau des fonctions cérébrales? Non. Pas du tout. Par contre, le fait de faire des crises d'épilepsie, ça peut finir par retentir sur ton fonctionnement. C'est pour ça que, comme il en a fait plusieurs, on se dit on va essayer de limiter ce risque de crise d'épilepsie ultérieure par l'opération. C'est vraiment un travail hyper minutieux, ouais, hyper précis. C'est petit, quoi. C'est ça, on va enlever cette partie un petit peu foncée. Et souvent, elle est multilobulée. C'est pas une boule, en fait, c'est plutôt une framboise. C'est pour ça que tu peux assez facilement en oublier un petit peu. Si tu en laisses, il peut re-saigner, il peut refaire des crises d'épilepsie. Et là, on est dans le cerveau, quoi, incroyable. Tout va comme tu veux pour l'instant? Parfaitement bien. Et les cotons, donc ça nous permet d'être sûr de ne pas abîmer ce qu'il y a derrière qui est fonctionnel, quoi, tu vois. C'est combien d'années neurochirurgien d'études? Au minimum, c'est... Eh bien attends, je ne sais même plus. 10 ans après le bac, au minimum. Moi, j'ai fait plus. Là, voilà, notre lésion. Pose-le, là, il ressort. Wow. Donc là, tu as tout retiré ou pas, là? Ouais, je pense. On va donc... Maintenant, quand même, évidemment, il y a un temps d'exploration sous microscope où on va d'une part vérifier qu'on n'a rien oublié et d'autre part vérifier qu'il n'y a rien qui saigne. Donc ça part à l'analyse au laboratoire d'anatomopathologie pour confirmer que c'était bien un cavernome. Bon, alors on peut arroser le cerveau aussi quand c'est des interventions longues pour pas qu'il se dessèche. Là, ça a été relativement rapide. Donc, par contre, effectivement, à l'intérieur, pour enlever les cotons sans qu'ils soient collés, c'est pas mal d'arroser. Donc maintenant, il ne faut pas oublier les cotons, là? Non, mais c'est pour ça qu'ils ont un fil repère. Ah oui. Ils sont également radio. Si on fait une radio, on peut les voir. Et le cerveau va cicatriser par lui-même? Oui, de la même façon qu'il a cicatrisé après que ce garçon ait fait ses épisodes d'hémorragie. Comme je vous l'avais dit, normalement le cerveau c'est blanc. Là ici c'est un peu plus jaune parce que tout simplement il a fait ses épisodes d'hémorragie qui ont un petit peu modifié l'aspect autour de la lésion. Ça va lui faire un beau trou quand même, hein? Ah mais des fois il y a bien pire, hein. Là vous voyez il n'y a pas de sang qui semble monter. On va néanmoins mettre des petites compresses hémostatiques quelques minutes là. Donc c'est ce produit qui est l'ami de neurochirurgien. C'est un produit qui favorise la coagulation du sang. Écoutez, on est pas mal. Ça se recoue le cerveau? On pourrait, mais ça n'a pas d'intérêt. On va mettre quelques cotons, après on va demander un quick. C'est plutôt quick que Burger King? Non, vous allez voir ce que c'est le quick. C'est pour vérifier qu'on a fait du bon travail sur ce temps d'hémostase, le temps de contrôle de saignement post-opératoire pour éviter la complication qu'on redoute qu'est l'hématome. Comment ça peut arriver? Toute intervention chirurgicale peut se compliquer d'hématome. Le problème, c'est que quand l'hématome il survient dans le cerveau, c'est pas pareil que quand il survient dans un bras ou dans une jambe. Maintenant, on va lui appuyer sur le ventre, s'il vous plaît. On vérifie qu'on a fait du bon travail. On lui appuie sur le ventre et on vérifie qu'il n'y a pas du sang qui nous vient colorier les cotons. Vas-y, appuie, appuie, appuie. Et si ça bouge pas, ça veut dire qu'a priori, il n'y a rien qui saigne et qu'on va pouvoir attaquer le temps de fermeture. Ça paraît pas mal. Okay, oui, un petit morceau de surgicel fibraire, j'ai un peu de rouge là. Intraitable sur l'hémostase. C'était un de mes patrons qui disait ça. C'est vraiment une des spécificités de cette chirurgie où on prend vraiment le temps de traquer le moindre globule, on va dire. Est-ce que pour toi et les équipes, vous êtes fatigués après ce genre d'opération? Je te propose de faire un sondage dans l'équipe, mais... Ouais, on confirme, c'est fatigant. Allez, on retire le microscope. Comment tu vas fermer tout ça? Comme on a ouvert, hein, étape par étape. D'abord fermer la membrane externe, ensuite fermer l'os et puis fermer la peau. Donc là, ça t'a remis la petite
calotte un petit peu là. Oui, la méninge. Donc là, tu vas la fermer avec des points, c'est ça? Oui. Qui, j'imagine, vont partir d'eux-mêmes, c'est ça? Oui, ils partiront de même. Ok. Hudson. Ça a l'air pas mal. Est-ce que c'est plus compliqué ce genre d'opération ou enlever une tumeur au cerveau? On a fait quasiment ce qu'on fait quand on fait une tumeur. Les tumeurs, ce qui en fait leur difficulté, premièrement leur localisation. Là, c'était pas une localisation extrêmement compliquée. Deuxième élément qui peut être difficile, c'est le terrain. C'est difficile d'opérer des gens âgés, très malades, avec des troubles de la coagulation. Parce que qu'est-ce qui se passe quand un patient est âgé? Il est plus vulnérable au changement de tension artérielle, parfois plus difficile à endormir. Enfin. Et après, il y a aussi des caractéristiques types de la tumeur elle-même. Des fois, il y a des tumeurs qui sont difficiles de différencier du cerveau. Okay. Alors là, on a des techniques un peu particulières pour ça, de fluorescence, pour nous aider. C'est quoi la qualité première d'un neurochirurgien? Être travailleur, je dirais quand même, peut-être. Être minutieux aussi, je dirais, ouais, être minutieux. Si tu as un message à faire passer aux futurs neurochirurgiens qui vont voir la vidéo, qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Que c'est un métier extraordinaire. J'adore mon métier. Et j'aimerais bien que les journées durent plus de 24 heures. Quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, on vit des choses extra. J'imagine que toute l'équipe se sent utile, entre guillemets. Ouais. Ça ne laissera pas de dommages. Il va se réveiller, il va reprendre ses études, voilà. D'accord, si tout se passe bien. C'est vrai qu'on a traversé quelques zones, mais déjà c'était une portion réduite. Et d'autre part, souvent, ça fonctionne en association gauche et droite. Donc si tu as des lésions unilatérales, ça va. C'est quoi l'opération la plus compliquée que tu as fait? Un jour, j'étais de garde. Et j'ai une jeune fille qui est arrivée aux urgences qui avait 18 ans parce qu'elle n'avait pas arrêté de consulter aux urgences parce qu'elle avait mal aux jambes. Okay. Sauf que ce soir-là, quand elle est arrivée, elle était paraplégique. Et à l'IRM, en fait, elle avait une énorme tumeur de la moelle épinière qui avait saigné. Et dans la mesure où ça venait juste de survenir, où elle avait 18 ans, on a dit on l'opère dans la nuit. Et on y a passé de 22h à 6h du matin parce que c'était une tumeur géante. Et on a été récompensé parce qu'elle a remarché et elle a repris une vie normale. Incroyable. Et on a tout enlevé. C'est des bons souvenirs. Donc là, on a recousu la méninge. On va réutiliser cet instrument-là qu'on appelle le moteur parce qu'on va suspendre la dure-mère. Ensuite, un des risques, notamment chez les sujets jeunes, c'est qu'ils fassent un hématome, une poche de sang, entre la méninge, là qu'on vient de recoudre, et l'os. Okay. Ça s'appelle un hématome extradural. Donc pour éviter ça, on va coller en quelque sorte la méninge à l'os. Tu passes un point dans la dure-mère, ensuite tu vas l'accrocher à l'os pour éviter qu'il y ait une poche de sang qui se constitue entre ces deux. T'as quoi cet après-midi du coup comme opération? Chirurgie de moelle épinière et chirurgie de hernie discale. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez la vidéo moelle épinière. Donc ça c'est l'os, d'accord? Ouais. Au-dessus des trous, on va mettre des plaques qui vont combler le défect en fait. Voilà un petit peu ce dont je parlais, là, le soleil, qui va venir boucher le trou en fait. On le fixe avec des petites vis, c'est du titane. Et après, tu vas le fixer direct sur le cerveau, là. Sur le crâne. Sur le crâne, pardon. Ouais, le reste du crâne. Donc c'est compatible avec l'IRM. Quand après les patients, on veut les surveiller avec des IRM, et ça ne sonne pas aux portiques des aéroports, ce qui est une question qui est fréquemment posée. Alors, on le repositionne, c'est ça. Et on met nos vis, et voilà. Après... Et après, ça va, le crâne va se reconstituer autour avec le temps? Pas forcément, effectivement. Ça peut, hein, il peut y avoir une petite fibrose qui se crée. Mais lui étant jeune, j'ai quand même bon espoir que ça se reconstitue. J'ai opéré un jour un joueur de rugby de top 14, de la même chose, cavernome intracérébral qui avait saigné. Et donc, à l'époque, je ne savais pas à partir de quand est-ce que je pouvais considérer que c'était suffisamment solide pour pouvoir le remettre sur les terrains de top 14. Quoi. Bien sûr. Je lui avais dit, on va partir sur 1 an d'arrêt. Mais je l'ai quand même surveillé avec des scanners régulièrement. Et au bout de 6 mois, ça s'était tout ressoudé. Donc partant de là, je l'ai autorisé à reprendre plus tôt. C'est solide, hein? Bon, un petit peu d'antiseptique. Maintenant de la poudre d'os. C'est la poudre qu'on a récupérée lorsqu'on a fait le volet. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais on l'avait récupérée. Et ça sert à quoi la poudre d'os? Pour colmater un peu? Exactement. Et ça c'est pareil, ça va faciliter la fibrose en fait, ce que je vous disais. Le fait que le volet va bien tenir. Ça va se durcir, c'est ça, avec le temps? Ouais. Voilà, donc là on est pas mal.
il va nous rester plus qu'à fermer. On va lui remettre le scalp. Oui, bon ça c'est toutes les fermetures chirurgicales, hein. On respecte on recoud tout ce que l'on a ouvert. Le muscle que je suis en train de recoudre va cicatriser 3 semaines environ. Et donc ce fil pareil se résorbe de tout seul, hein, quand le muscle a pris le relais en fait, en quelque sorte. Fermer tous ces plans, c'est remettre en place des barrières successives contre l'infection et les bactéries du dehors. On ne peut pas se contenter juste de fermer la peau. Il y aurait un risque infectieux qui serait grand, quoi. Donc là parfois ce qui arrive, comme on a coupé une partie de ce muscle, les patients, pendant quelques jours, ils peuvent décrire des maux de tête sur le côté qui sont en fait liés à la mastication, qui sont en fait liés au fait qu'on a ouvert ce muscle qui est un des muscles qui sert à la mastication. Incroyable hein, de se dire qu'on allait jusqu'au cerveau et tout, c'est impressionnant. Hein. Yes, donnez-moi une paire de ciseaux droits s'il vous plaît. Gaël, 5 cm en dehors du champ, c'est mes yeux quoi. Donc là, il faut qu'on le réveille très très gentiment, pas d'un coup, pour éviter qu'il tousse et qu'il fasse du sang dans la tête, quoi, tu vois. Je pense que quand vous avez été en chirurgie cardiaque, c'est pareil, c'est le pays des nœuds là-bas. Ah, c'était impressionnant. Quand ils avaient ouvert la cage thoracique pour accéder au cœur, là, ça écarte les côtes. C'est bon pour les points là, c'est ça? Ouais, on va mettre des agrafes maintenant, bétadine agrafeuse. Des fois on voit les gens qui sont opérés au niveau de la tête, on voit que les cheveux ne poussent pas. C'est possible, surtout si c'était une tumeur et que derrière on leur a fait des rayons. Okay. Ça brûle un petit peu la peau. Mais bon, là c'est un patient de 20 ans, j'ai bon espoir quand même que ça se voit pas. Hein. Mais encore une fois, vous vous rappelez, au début je vous ai dit, on fait une injection de xylocaïne adrénalinée pour diminuer le saignement. Ça peut beaucoup saigner quoi. Mais comme ça peut beaucoup saigner, ça veut dire que c'est très vascularisé et donc que ça cicatrise très vite aussi. Okay. L'opération est terminée, bravo aux équipes, j'espère que j'ai été utile. Indispensable. Donc là les équipes sont en train d'enlever le champ opératoire et après ils vont appliquer un pansement du coup sur la cicatrice de Louis. C'est ouf de se dire qu'on est allé jusqu'à son cerveau, qu'on a enlevé un truc et qu'on a tout remis et qu'il est posé, c'est mieux qu'un coussin. Il a même le droit à un petit shampoing. J'arrêterai pas de le dire, encore un gros respect à toutes les personnes qui travaillent dans le corps médical. Merci à elle de faire ce métier magnifique, on pense fort à elle. On dirait un truc dans Saw. On va jouer à un jeu. Ouais, c'est impressionnant. Quel est l'intérêt de le réveiller au bloc et pas en chambre? La surveillance, surveiller le réveil, surtout pour une opération du cerveau, hématome, etc. C'est dans les premières heures. Ok, pour savoir. Qui sont les plus critiques forcément, et on va l'avoir au plus près. Bien sûr. S'il y a le moindre souci. Et après, vous allez ranger tout le bloc opératoire? Ouais, toute la salle, ouais, bien sûr. Ouais, ok, pour préparer pour cet après-midi. Donc là, on accompagne Louis, du coup. Il va se réveiller dans 5-10 minutes. Ah, c'est bien de marcher. Du coup, Camille, c'est quoi ton métier, toi, ici? Alors, on est infirmière en salle de réveil. On accueille le patient opéré, Ouais. intubé, ventilé. Ok. On prend les relèves avec l'infirmière de bloc, l'infirmière anest. Et voilà, on installe le patient en toute sécurité et on réveille le patient ensuite. Là, on installe les fils parce que quand ils se réveillent, ils peuvent se réveiller un petit peu affolés. Ouais, bien sûr. Maintenant, on laisse Louis se réveiller tranquillement. D'ici 10 minutes à peu près, il est entre de très bonnes mains.